Bonjour à tous, on se retrouve pour continuer notre petit voyage sur la classification des arthropodes. La dernière fois, on avait entamé le clade des mandibulates en traitant la totalité du sous-embranchement des myriapodes, et aujourd'hui on s'attaque à un mastodonte, le clade des pancrustacés. Les pancrustacés constituent un clade issu de la recherche phylogénétique et qui est maintenant considéré comme monophylétique, c'est-à-dire que tous les groupes inclus dedans sont cousins. Dedans, on va retrouver ce qu'on appelle les insectes et les crustacés, même si vous le verrez, ce que les gens nomment souvent crustacés, ça correspond surtout au seul ordre des décapodes, avec les crabes, homards et autres langoustes, mais il y a beaucoup plus d'arthropodes qui sont des crustacés. La classification à l'intérieur du clade des pancrustacés, elle est un peu floue et toujours controversée. Il y a de nombreuses études qui ne disent pas toujours la même chose, et perso, je vais vous présenter la classification telle qu'établie par Oakley et collaborateurs en 2013. Mais cela va concerner seulement les relations entre les différents clades, cela ne change rien à la classification à l'intérieur de chaque clade. Alors les pancrustacés se divisent en plusieurs clades. On a la superclasse des Oligostraca, le clade des Multicrustacea, qui contient tous les crustacés décapodes que vous connaissez, style homard, crabe, mais on y reviendra dans une future vidéo. Et enfin on a le clade des Allotriocariida. Les Allotriocariida rassemblent donc plusieurs clades et on commence avec la classe des Branchiopoda, qui sont des arthropodes qui vivent en eau douce ou dans les milieux à salinité variable. Certains sont adaptés au milieu temporaire et présentent des formes de résistance à l'état 2, sous forme de kystes, qui peuvent résister à la dessiccation. La plupart des espèces sont benthiques, c'est-à-dire qu'elles évoluent près du sol, mais il existe des espèces pélagiques qui nagent à l'aide de leurs antennes. Les membres des branchiopodes sont rassemblés ensemble par la présence de branchies sur de nombreux appendices, y compris certaines parties de la bouche. C'est également ce qui explique le nom du groupe. La classe des Branchiopoda est composée de la sous-classe des Philopoda, rassemblant les ordres actuels des Diplostraca et des Notostraca, et l'ordre éteint des Lipostraca, et l'autre sous-classe est celle des Sarcostraca, avec le seul ordre des Anostraca. J'espère que vous n'êtes pas perdus, mais on va toutes les présenter avec des exemples à chaque fois. Les philopodes vivent dans les eaux vaseuses et peu profondes, et se caractérisent par leur capacité à pondre des œufs à carapace très solide, les protégeant de la dessiccation pendant les périodes où les mares sont asséchées. L'ordre des Diplostracés rassemble environ 300 espèces de petite taille, environ 1 à 2 mm, avec une carapace bivalve laissant la tête libre et les antennes biramées natatoires. La segmentation est indistincte et les yeux sont fusionnés en un seul œil médian. La reproduction est sexuée en période défavorable, c'est-à-dire en hiver, et elle se fait par parthénogenèse cyclique en période favorable, c'est-à-dire l'été. L'espèce la plus connue est sans aucun doute la Daphnie, Daphnia magna, qui mesure de 1,5 à 5 mm et qui appartient à la famille des Daphniidae. Elle est utilisée en recherche en biologie depuis le XVIIIe siècle et sert également de nourriture pour poissons en aquaculture et aquariophilie. De ce fait, on trouve beaucoup d'informations dessus, ce qui n'est pas forcément le cas des autres Diplostracés. L'organisme de la Daphnie est protégé par une carapace translucide qui comprend une ouverture ventrale et 5 paires d'appendices thoraciques. C'est une espèce clé de nombreux habitats linthiques comme les mares ou les étangs peu profonds dont le sédiment est riche en matière organique. Mais perso, là où j'en ai toujours vu en masse, c'est dans les lavoirs, sûrement car étant des milieux assez petits et fermés. Les appendices thoraciques forment un appareil filtreur spécialisé qui génère un courant d'eau à l'intérieur de l'ouverture thoracique de la carapace, ce qui lui permet de filtrer les microalgues et les débris végétaux dans l'eau, ce qui fait de la Daphnie un important consommateur primaire. C'est l'une des proies préférées de nombreux poissons et amphibiens, et sa cousine Daphnia pulex est l'espèce de Daphnie la plus commune. Au sein des Diplostracés, on retrouve également le sous-ordre des Laevicaudata, avec la seule famille des Lyncéidés, dont les représentants ont une carapace à 2 valves qui protègent leur corps, mais pas leur tête, et qui ressemblent très superficiellement à des mollusques bivalves, comme les moules ou les palourdes, comme c'est le cas ici avec l'espèce Lynceus brachyurus, qu'on retrouve en Europe. Enfin, pour terminer avec l'ordre des Diplostracés, on peut citer l'espèce Limnadia lenticularis qu'on retrouve dans le sous-ordre des Spinicaudata et dans la famille des Limnadiidae. Cette espèce vit dans les eaux temporaires comme les prairies inondées en Europe et aux États-Unis. Le corps est comprimé latéralement, entouré d'une carapace où les lignes de croissance sont bien visibles. Les yeux sont soudés, donnant une allure caractéristique d'un cyclope. C'est une espèce relativement grande pour un Spinicaudata, 17 mm de longueur pour 12 mm de haut. En Europe, on a longtemps cru que l'espèce était parthénogénétique, avec seulement l'existence des femelles. Mais lors d'une étude faunistique en Autriche, il s'est avéré que 4 des 364 spécimens échantillonnés étaient des mâles, ce qui constitue un des rares cas d'androdiosme dans le règne animal. En anglais, cela se dit androdioesai et signifie que le système de reproduction est caractérisé par la coexistence de mâles et d'hermaphrodites. L'androdiosme est rare par rapport aux autres grands systèmes de reproduction, où en l'absence de mâles, la reproduction se fait par hermaphrodisme, mais quand ils sont présents, la reproduction sexuée peut avoir lieu.
Place maintenant à l'ordre éteint des Lipostraca, avec l'espèce Lepidocaris rhignensis, qui est la seule espèce connue de l'ordre, et c'est le seul animal abondant dans les dépôts du village de Rhynie au Royaume-Uni datant du Dévonien. Il ressemble aux Anostracés modernes, que nous verrons tout à l'heure, et auxquels il est probablement étroitement apparenté, mais sa place dans les branchiopodes reste un peu floue, et du coup je l'ai mis ici, parce qu'avec les infos que j'avais, en fait tout le monde le met ici. On a également l'ordre des Notostracés qui comprend l'unique famille des Triopsidés avec les deux genres Triops et Lepidurus. On les retrouve dans le monde entier, dans les eaux douces, saumâtres ou salées, ainsi que dans les lacs peu profonds, les tourbières et les lambes. Ils ont une carapace large et plate qui cache la tête et portent une seule paire d'yeux composés. L'abdomen est long et porte de nombreuses paires de pattes aplaties. Les Notostracés sont des omnivores qui se nourrissent d'algues ou de petits animaux comme les crevettes, en fait tout ce qui est plus petit qu'eux, et c'est pas trop dur puisqu'ils mesurent quand même 2 à 10 cm de long. Au sein même des espèces de l'ordre, il existe une variation des modes de reproduction. Certaines populations se reproduisent par voie sexuée, d'autres montrent une autofécondation des femelles, et d'autres encore un mélange des deux. La fréquence des mâles dans les populations elle est donc très variable, un peu à l'image de l'espèce précédente. Dans les populations sexuelles, le sperme est éjecté du corps du mâle par de simples pores, il n'y a pas de pénis. Les œufs sont libérés par la femelle, puis maintenus par une poche en forme de coupe. Les œufs ne sont retenus que pendant une courte période avant d'être pondus, et les larves se développent directement sans passer par l'étape de métamorphose. Du coup, je vais vous parler de l'espèce la plus connue, qui n'est autre que Triops longicodatus, de la famille des Triopsidés. L'espèce est plutôt connue surtout grâce aux nombreux kits, style jeux de société, qui sont vendus pour que les enfants puissent les élever. Elle est dite panchronique, fossile vivant, mais si vous dites ça à un expert, il ne sera pas très content, car en apparence, elle est peu évoluée depuis plus de 200 millions d'années. Le nom Triops dérive du grec, ce qui veut dire 3 yeux. 2 des 3 yeux sont bien visibles de près. Le 3e œil, plus simple, se trouve en profondeur, mais il est très sensible à la lumière. À la naissance, le triops est tellement petit qu'il est presque impossible de le voir. Les adultes peuvent atteindre 3 à 4 cm de longueur sur une durée de vie de 90 jours. Dans les rizières californiennes, l'espèce est considérée comme un ravageur car elle remue les sédiments empêchant la lumière d'atteindre les plantules de riz. Je vous présente maintenant rapidement l'autre genre appartenant à la famille des Triopsidés avec l'espèce Lepidurus apus qui est cosmopolite habitant des étangs temporaires d'eau douce dans une grande partie du monde, ce qui en fait le Notostracé le plus répandu sur Terre. Un peu plus grand que son cousin, l'espèce atteint les 6 cm. Il nage au fond des étangs remuant le substrat à la recherche de nourriture et d'ailleurs dans son alimentation, il y a un autre branchiopode que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est la Daphnie. L'autre sous-classe des branchiopodes est celle des Sarcostracés, qui comprend le seul ordre des Anostracés, qui rassemble près de 300 espèces réparties en 8 familles, qui sont de petits arthropodes ne dépassant que rarement les 2,5 cm. La plupart des espèces ont 20 segments de corps portant 11 paires de phylopodes qui servent de pattes nageuses et sont semblables à des feuilles qui oscillent en rythme. Il est à noter qu'à la différence des Diplostracés et des Notostracés, le corps des Anostracés est dépourvu de carapace. Ces derniers vivent dans les bassins vernaux et les lacs hypersalins partout dans le monde, y compris dans les déserts, les lacs de montagne couverts de glace et même en Antarctique. Ils nagent à l'envers et se nourrissent en filtrant les particules organiques de l'eau ou en raclant les algues sur les différentes surfaces. En anglais, on les appelle fairy shrimp, littéralement crevettes fées, et un aspect important dans leur cycle de vie est leur capacité universelle à entrer en diapause, un état de dormance biologique où la croissance et le métabolisme sont arrêtés. Cela se traduit par des œufs sous forme de kystes. Cette particularité aide les Anostracés à se disperser et à surmonter les conditions environnementales défavorables. Une fois en dormance, ces kystes peuvent résister à des conditions aussi difficiles et diverses que les sécheresses, les gelées, l'hypersalinité et la dessiccation complète, l'exposition aux UV également et le vide de l'espace. C'est également le seul moyen pour les Anostracés de coloniser de nouveaux habitats, ce qui est facilité par diverses conditions comme le vent, les prédateurs ou les différents courants, car les adultes, au corps mou, sont incapables de quitter le système d'eau douce. Une fois en diapause, les kystes peuvent rester viables pendant des siècles, et le mélange des kystes aux différentes couches de sédiments entraîne l'éclosion de différentes générations. La taille relativement importante des Anostracés, associée à leurs moyens de locomotion lents, en fait des cibles faciles pour les poissons et les oiseaux aquatiques prédateurs. C'est pourquoi leur distribution se limite à des environnements où les prédateurs sont moins nombreux, tels que les mares d'eau douce, les lacs salés ou les lacs de haute altitude. L'anostracé le plus méridional enregistré est Branchinecta gaini de la péninsule antarctique, tandis que le record d'altitude est détenu par Branchinecta bruchi qui vit à 5930 mètres dans les Andes chiliennes. D'autres genres, tels que Streptocephalus, sont présents dans les déserts du monde entier. Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est le cas pour la plupart des branchiopodes, les Anostracés constituent un aliment important pour de nombreux animaux. Ils sont également très utilisés en aquariophilie pour nourrir les poissons, comme c'est le cas pour la célèbre Artémie, Artemia salima, qui est une espèce de la famille des Artémiidés, vivant dans les lacs salés, les lagunes et les marais salants, notamment dans le grand lac salé au nord de l'Utah, sur la côte rocheuse au sud de San Francisco et en mer Caspienne.
Comme les autres anostracées, lorsque les conditions de vie du milieu ne sont plus favorables, l'artémie produit des kystes résistants à la dessiccation. La résistance des kystes au changement de milieu, en état de cryptobiose, leur permet de survivre à des températures extrêmes, jusqu'à moins 190 degrés, et un petit pourcentage est capable de résister dans l'eau bouillante, jusqu'à 105 degrés, pendant plus de 2 heures. Ce qui est super intéressant, c'est la facilité de stockage des kystes et les qualités nutritionnelles des nauplies, donc c'est-à-dire des larves d'Artemia, qui en ont surtout fait une nourriture de choix pour la plupart des écloseries de poissons et de crustacés dans le monde. Généralement, les nauplies sont distribuées 24 à 48 heures après leur éclosion pour permettre un enrichissement en protéines et en lipides. Les élevages aquicoles sont donc de gros consommateurs d'Artemia. On utilise aussi les Artemia en aquariophilie et ce sont alors souvent les individus adultes qui sont utilisés frais ou congelés. Donc les adultes ils mesurent en moyenne 8 à 10 mm. Appartenant à la famille des Chirocéphalidés, Eubranchipus grubii se rencontre en Europe centrale et en Asie septentrionale. En France, les stations connues pour en abriter se situent en Alsace et en Lorraine ainsi que dans l'Ain à la frontière suisse. L'espèce ne dépasse que rarement les 25 mm de longueur et vit dans les mares temporaires des forêts de feuillus, qui sont son milieu de prédilection. Comme les artémies, les œufs sont présents sous forme de kystes pendant la période sèche et ont besoin d'une période de gel pour arriver à maturité. C'est l'augmentation du taux de dioxyde de carbone qui accompagne le dégel et qui déclenche l'éclosion de la fin de l'automne jusqu'au début du printemps. Mais il y a des anostracés beaucoup plus grands, appartenant à la famille des Branchinectidés, Branchinecta gigas et le Scolopendra gigantea des anostracés, puisque les individus peuvent mesurer jusqu'à 8,5 cm. Il existe des rapports non publiés sur des individus de 18 cm. On le retrouve dans l'ouest du Canada et des États-Unis, dans les lacs et les rivières hyposalines, dont la salinité varie de 1,8 à 5,8 pour 1000. Ces eaux ont souvent une forte turbidité, c'est-à-dire une faible visibilité, et lorsqu'il se nourrit, Branchinecta gigas adopte une posture de chasse, avec le corps plié en deux. L'animal nage la face dorsale vers le bas, l'abdomen étant presque parallèle au thorax, de sorte que les antennes sensibles et le rami caudal s'étendent tout vers l'avant. Les membres thoraciques sont maintenus grand ouverts, prêts à se refermer sur toute proie qui passe à portée. Ce mécanisme de chasse semble se faire entièrement par le toucher, ce qui est en corrélation avec la turbidité des eaux où vit Branchinecta gigas. Les proies sont principalement d'autres anostracés, en particulier son cousin Branchinecta macnici, bien qu'il se nourrisse également de copépodes et de daphnies. On passe ensuite à la classe des céphalocarides, qui comprend seulement 9 espèces d'arthropodes benthiques qui font tous partie de l'ordre des brachypoda et de la famille des Euchinnsoniellidae. Ils ont été découverts en 1955 et sont communément appelés crevettes en sabot de cheval. L'anatomie des céphalocarides est relativement simple, le corps est petit, 2 à 3,5 mm de long et allongé. Il comprend une tête, un thorax et 8 segments avec des appendices biramés et un abdomen de 11 segments qui portent un tel son mais sans appendice. La seconde partie des maxilles ressemble aux appendices du thorax et ils n'ont pas d'yeux. On le retrouve dans toute la zone intertidale jusqu'à une profondeur de 1500 mètres, dans toutes sortes de sédiments. Ils sont détritivores, comme beaucoup d'autres espèces d'arthropodes marins, et ils ont la capacité de générer un courant avec leurs appendices thoraciques, comme les branchiopodes, pour amener la nourriture qui passe dans une rainure ventrale avant d'arriver jusqu'aux pièces buccales. Bien que l'on n'ait pas de fossiles connus de céphalocarides, la plupart des spécialistes pensent que ce sont des arthropodes plutôt primitifs. Ici, vous pouvez voir l'espèce Euchinnsoniella macracantha qui est endémique des États-Unis et qui se rencontre dans l'océan Atlantique du Massachusetts à la Virginie. Le développement est direct chez cette espèce avec au moins 18 stades, mais aucun stade pélagique, donc la dispersion est plutôt limitée. Ici, vous pouvez voir une autre espèce de céphalocaride, Laetiella moniotae, qui est endémique de la Nouvelle-Calédonie et qui se rencontre dans l'océan Pacifique Sud. On a ensuite le clade des Miracrustacea, dans lequel on va retrouver les rémipèdes et le sous-embranchement des hexapodes. Pour terminer cette vidéo, on va s'intéresser seulement à la classe des rémipèdes, dont tous les membres actuels n'ont pas d'yeux et vivent dans des cavités reliées à l'eau de mer. Ils mesurent 1 à 4 cm de long, leur corps est incolore, il comporte une tête et 32 segments identiques qui composent un tronc allongé. Les appendices natatoires sont latéraux sur chaque segment, ce qui permet aux rémipèdes de nager sur le dos. Ils se déplacent généralement lentement et tuent leur proie grâce à leurs crochets qui injectent une combinaison d'enzymes digestives et du venin, ce qui en fait les seuls crustacés venimeux connus. On en connaît actuellement 27 espèces réparties dans 8 familles. Une analyse récente, basée sur les gènes codant pour les protéines nucléaires, implique que les rémipèdes, avec les céphalocarides, sont le groupe d'arthropodes frères le plus étroitement lié aux hexapodes, et donc aux insectes. Dans cette version de la classification, les rémipèdes et les céphalocarides forment le groupe des xénocarides, lui-même rassemblé dans les Miracrustacea avec les insectes. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que les trois groupes que sont les rémipèdes, les céphalocarides et les branchiopodes, ce sont les groupes de crustacés, entre guillemets, les plus proches des insectes. Les rémipèdes rassemblent deux ordres, avec les Enantiopoda et les Nectiopoda. Le premier représenté seulement par des espèces éteintes, ce qui est le cas de Tesnusocaris goldicki, de la famille des Tesnusocarididae, qui est le premier rémipède fossile connu. Il a été trouvé au Texas dans la formation Tesnus datant du Pénnsylvanien au Carbonifère. On a ensuite l'autre ordre, des Nectiopoda, qui rassemble toutes les espèces actuelles de rémipèdes. Ici vous pouvez voir une espèce typique de rémipède, qui est endémique des Bahamas, Speleonectes tanumekes de la famille des Speleonectidae.
Il y a également la famille des Godziidae avec le genre Godzius qui se rencontre aux Bahamas et aux îles Turques et Caïques, et on a aussi un autre genre au nom rigolo avec l'espèce Godziognomus shrami de la même famille. Je les place là seulement pour les citer avec leur nom référencé puissance 10 car j'ai trouvé aucune info au sujet des deux genres. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et pour la présentation des 3 classes d'Allotriocharida. La prochaine fois, on attaquera enfin les hexapodes.